Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et c'est vrai qu'à 80 ans de distance, personne ne peut écouter sans doute ce chant des partisans, repris hier d'ailleurs par des collégiens de France, sans penser à ses parents, à ses grands-parents, à ses aïeux, à ces Français d'hier qui ont connu ce jour béni du 6 juin 1944. C'est vrai que depuis 3 jours, vous entendez des vétérans qui parlent des plages de Normandie et qu'à chaque fois, sans doute, vous êtes saisis par une émotion qui vient de loin. Il nous rappelle sans doute que si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? C'était hier, je pense. Je salue Fabrice Lafitte. Oui, bonjour. Oui, c'était hier, les petits collégiens. Je trouve que c'est un des moments les plus émouvants de toutes ces cérémonies, ce que j'ai entendu hier. Et c'est vrai qu'on aime écouter ces phrases, comme on aime écouter peut-être parmi les vers les plus beaux de la langue française, ceux de Paul Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ça vous prend aux tripes. Il est 11h07. Je salue Géraldine Amand. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bien évidemment, je salue notre ami Laurent Tessier. Bonjour à tous. Qui est là. Je salue bien sûr Fabrice. Je salue Olivier Guénec. Bonjour à tous. Je sais que dans ces temps troublés, vous auriez été dans le commando Kiefer. Ah, c'est certain. Je pense que vous auriez pris, vous, les armes pour défendre la France et la patrie. Ah, mais c'est certain. Et Dimitri Casali est d'accord, n'est-ce pas, Dimitri? Ah, ça, tout à fait. Dimitri Casali, que je salue, puisque c'est vous qui faites désormais les présentations. Cher Olivier Guénec, je vois que vous avez pris comment dire, le commandement pas seulement du commandant Kiefer. Histoire de l'armée française, préface du Gérald Gomard et Dimitri Casali qui vient régulièrement nous voir. Et bonjour Dimitri. Et c'est vrai que au-delà de l'histoire, je trouve qu'il y a une dimension d'émotion extrêmement forte depuis quelques jours parce qu'on baigne dans cette atmosphère. Je dis bonjour également à Florian Carassou-Maillan. Bonjour Pascal. On écoutera juste après la pause un témoignage qu'on a fait tout à l'heure qui est absolument bouleversant. Il était 8h10 ce matin. Grâce à vous, grâce à Laurent et grâce à Olivier, nous avons pu échanger avec Achille Muller, qui est le dernier survivant des forces françaises libres. Il était 8h10. Je vous assure, on était avec Fabrice Lafitte. On l'a écouté. On était tous à la fin de l'interview, de l'entretien, en larmes. Ah oui. Nous étions en larmes. C'est un homme qui a 99 ans, en larmes. Donc, au-delà, bien sûr, de cette dimension historique, il y a cette émotion qui est palpable depuis 3-4 jours parce qu'on baigne. On regarde le film, par exemple, Le jour le plus long, j'ai regardé hier soir Apocalypse. On regarde tout ça et on est fasciné. Absolument, on s'aperçoit de l'importance fondamentale de l'histoire. On oublie l'histoire de France en particulier, et cette histoire qui date quand même, qui est plutôt une histoire immédiate, 80 ans, c'est rien à l'échelle de l'histoire. C'était hier, c'est ce qu'ont connu nos grands-pères. Et cet Achille Muller, le colonel Achille Muller, vous avez vu comment il parle, la façon, il nous rappelle ce que les Français ont oublié, c'est-à-dire le courage, la force d'âme et aussi l'amour de la patrie. Voilà ce qui nous rappelle le colonel Bat. Vous avez entendu, il a dit « Libérer la France, c'était du bonheur ». Et ça, c'est un discours qu'on n'entend plus depuis 30 ans. On a sapé justement toutes les valeurs de la République, toutes les valeurs du patriotisme. Et là, le président Macron se réveille depuis 1 an ou 2, mais il a participé à cette destruction de l'histoire de France qu'on a connue depuis 30 ans. Bon, le courage, l'engagement, l'honneur, vous avez raison, toutes ces valeurs que les temps de sérénité oublient peut-être, mais que les moments de guerre ravivent. Donner sa vie pour la liberté, sacrifier son existence pour la liberté. Ils avaient 20 ans, ils avaient peur, mais ils bravaient effectivement leur effroi au nom d'un idéal. Et l'idée première que nous avons oubliée, et que j'explique aussi dans ce livre sur l'histoire de l'armée française, c'est qu'aujourd'hui on a complètement occulté qu'il n'y a que l'armée qui puisse nous défendre quand nous serons attaqués. C'est une idée simple, mais les Français l'ont complètement occultée. Je suis d'accord avec vous, mais ne faisons pas non plus d'angélisme.
le 18 mai 40, le 18 juin 40. Tous les préfets ont rallié Vichy de France, tous les magistrats ont signé effectivement pour Vichy, que la France, entre 40 et 44, elle a été plus souvent dans la collaboration que dans la résistance. Ça se discute, elle était plutôt attentiste. Oui, vous savez, ça pourrait être attentiste. Je vous parle même pas de ce qui s'est passé avec les FFI au moment de l'épuration. Non, bien sûr. Donc, n'imaginons pas non plus une histoire trop glorieuse. Voilà. Mais quand on voit justement ces SAS de Achille Muller et tout, on s'aperçoit aussi qu'il y a des héros qu'il ne faut surtout pas oublier. Et moi, en tant qu'ancien professeur d'histoire, je peux vous garantir que dans les manuels scolaires, on insiste beaucoup trop sur la collaboration avec Vichy et on oublie totalement les héros tels que Achille Muller. Mais parce que à partir des années 70, et c'est Paxton notamment qui a revisité cette période-là, et c'est vrai que nous avons un rapport de culpabilité à notre histoire. C'est vrai pour Vichy, c'est vrai pour l'Algérie, c'est vrai pour la colonie et tout ça. Mais c'est vrai aussi que la France a parfois fait des choses, des erreurs, et la l'histoire n'est ni toute noire ni toute blanche, elle est grise, mais c'est cette complexité qui lui donne cet intérêt. En tout cas, on va écouter après la pause Achille Muller. L'entretien dure une dizaine de minutes, et peut-être la phrase la plus émouvante qu'il dira et qu'il a dite tout à l'heure, c'est lorsque je suis revenu sur le sol de France, j'étais à bord d'une Jeep, j'ai arrêté la Jeep, je suis descendu et j'ai embrassé le sol de France. Vous parlez de valeurs républicaines, on n'embrasse pas les valeurs républicaines. En revanche, on embrasse le sol de France. Le sol de la patrie. Le sol de France. Et il est 11h12 et nous marquons une pause et nous revenons et nous allons écouter ce témoignage que j'ai trouvé absolument formidable. Et pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. De 11h à 13h sur Europe 1. Vous le savez, c'est le D-Day, les 80 ans du débarquement en Normandie, le 6 juin 44, l'opération Overlord. Et nous allons écouter un témoignage bouleversant. Nous l'avons enregistré à 8h ce matin parce que M. Achille Muller est sur le terrain, si j'ose dire, Olivier Guénec. Exactement, il participe à toutes sortes de cérémonies. Il était notamment hier avec Emmanuel Macron. Exactement, il était à côté d'Emmanuel Macron. Et lorsque nous l'avons eu à 8h, il était dans sa voiture. C'est pas lui évidemment qui conduisait. Bien sûr. Il était avec quelqu'un qui l'accompagnait sur les plages de Normandie, ou en tout cas sur un lieu de Normandie, et on a pu échanger avec lui une dizaine de minutes. Exactement. Bon, et c'est vrai que c'était absolument bouleversant. Il est le dernier survivant des forces françaises libres. Dimitri Casali, est-ce que vous pouvez expliquer précisément ces forces ? Il faut en parler, parce que les forces françaises libres, c'est uniquement, il faut le redire, et vous aviez raison tout à l'heure, c'est uniquement 5000 combattants. Le général de Gaulle se plaignait que fin août 1941, il n'y avait que 5000 Français qui avaient rejoint Londres pour combattre les Allemands. Et effectivement, Achille Muller fait partie de ces 5000 qui ont rejoint, en dépit de... Vous vous rendez compte, c'était un Alsacien, un malgré nous, comme on dit, qui s'est évadé de l'Alsace, qui avait été vraiment annexé par le Reich, pour aller combattre. Il y a aussi tous ces volontaires, ces 5000 volontaires français qui sont venus même de Calédonie, je vous en parlais tout à l'heure, pour sauver la France. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, ce sont les forces françaises libres qui font partie, sans oublier aussi les forces françaises de l'intérieur, qui vont compter quand même pratiquement 350 000 résistants actifs, plus ceux les aides, on a 800 000 résistants en France globalement. Quand les collaborateurs, il faut quand même le souligner, ne faisaient au maximum à Vichy que 100 000 Français. On voit bien qu'il y avait quand même un esprit de résistance. Les chiffres et les statistiques sont là pour le prouver. Alors, autant les forces françaises libres sont magnifiées, autant parfois les forces françaises de l'intérieur sont pointées comme les résistants de la dernière heure. C'est vrai qu'il y en a eu, hélas, avec des choses absolument abominables, de l'épuration, des images plus de 10 000 morts de l'épuration. Mais en revanche, M. Achille Muller appartient à la légende de notre pays, et je vous propose de l'écouter pendant une dizaine de minutes. Bonjour mon colonel. Bonjour, monsieur. Et merci d'être avec nous, et quelle émotion de vous écouter. Vous avez 99 ans. Vous êtes le colonel Achille Muller. Vous êtes le dernier survivant des forces françaises libres à avoir participé au débarquement en juin 1944. Comment allez-vous ce matin ? Très bien, très bien. J'ai eu hier la visite, des rapports avec le président qui a été charmant avec moi.
ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. C'était il y a 80 ans, jour pour jour, heure par heure. Quel souvenir vous gardez de ce 6 juin 1944, Achille Muller? C'est très difficile à dire. Pour nous, c'était enfin, nous sommes sur le sol de France et nous allons libérer notre pays. C'est un sentiment extraordinaire. À 17 ans, vous viviez à Forbach, en Moselle, en territoire annexé par les Allemands, et c'est hors de question pour vous de servir l'armée allemande à votre majorité. Vous voulez rester français, quitte à traverser 4 frontières, et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que j'ai fait, sans me faire prendre. Je suis le seul à avoir réussi à traverser l'Espagne sans me faire prendre. J'ai appris ça après la guerre parce qu'il y a une association d'anciens prisonniers en Espagne. Alors ils m'ont écrit et je leur ai dit, je suis navré, je ne peux pas faire partie de votre association puisque je n'ai pas été pris. Donc c'est que je suis le seul. Et cette histoire est extraordinaire, puisque vous partez à vélo, vous poursuivez votre périple jusqu'à Gibraltar, vous traversez l'Espagne franquiste, vous tombez sur un navire français de Vichy, vous vous en échappez à la nage, vous prenez contact avec un officier de la France libre. Oui, c'est exact. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après... La Méditerranée, un 10 février, c'est pas chaud du tout. J'imagine, et après 8 mois de périple, direction Londres, par bateau, oui, où vous passez plus de 70 jours en quarantaine, parce que les Britanniques vous prennent pour... 72 jours, exactement. Les Britanniques vous prennent pour un espion allemand. Exactement. Donc, du moins, ils veillent à ce que ce ne soit pas le cas. Et ils ont d'ailleurs vérifié, puisqu'ils sont allés dans ma famille en Lorraine, pour vérifier que tout ce que je leur avais dit était vrai. Et je leur avais dit, si vous voulez des renseignements, vous vous adressez à mon oncle de Gravelotte ou à mon propre père. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils s'y sont présentés, ils se sont fait reconnaître indirectement, mais ils ne les ont jamais mis en danger. Et le général de Gaulle demande à vous rencontrer? Oui, parce que tout le monde disait que j'étais un déserteur de l'armée allemande. J'ai eu beau leur dire que je suis un insoumis, mais pas déserteur. Mais pour eux, c'était la même chose. Et le général de Gaulle, ça l'intégrait aussi. Alors, il m'a reçu. Et quel souvenir vous gardez de cette rencontre? C'était très curieux. J'étais un gamin, mais après coup, j'ai eu l'impression que c'était un homme qui pensait à autre chose que les problèmes militaires, parce qu'il préparait le retour de l'autorité française en France. Il préparait les préfets, tous les circuits pour diriger la France, alors que les Américains avaient envisagé d'y mettre un gouvernement militaire. Ils avaient d'ailleurs imprimé des faux billets français que De Gaulle leur a reproché. Alors j'espère que les Américains les ont mis en lieu sûr, en souvenir, ou les ont brûlés. Témoignage saisissant. Il leur a reproché. Il a dit, c'est la France qui imprime, c'est pas vous. Et comme il n'aimait pas De Gaulle, il leur rendait l'appareil. Témoignage saisissant, témoignage pour l'histoire sur Europe 1. Nous sommes avec le colonel Achille Muller, 99 ans, le dernier survivant des forces françaises libres. Et votre choix, à ce moment de la guerre, va se porter sur les commandos parachutistes, les fameux Special Air Service de la France libre. Quand est-ce que vous, précisément, vous touchez le sol de France, monsieur Muller? Eh bien, le 4 août, parce que je faisais partie de l'escadron de jeeps armés et nous étions les cavaliers du bataillon. Et les cavaliers sont partis les derniers, ce qui pour nous était très très dommageable. Mais le colonel nous a dit ensuite qu'il aurait été impossible de circuler en Bretagne avec une jeep armée, parce que les forêts à pied, ça c'est très bien, mais avec les jeeps, à partir du moment où nous étions sur des routes ou des chemins forestiers, les Allemands les contrôlaient. Donc il fallait attendre que le plus gros soit fait avant qu'on ne nous largue par planeur. Et quel est le premier geste que vous avez fait lorsque vous êtes revenu sur le sol de France? Je sais que vous le savez. Alors j'ai sauté de ma jeep et j'ai embrassé le sol de France. Et je vous garantis que j'étais ému. Comme nous le sommes, monsieur Muller, lorsque vous nous racontez cette histoire exceptionnelle, cette histoire d'un jeune homme qui n'avait pas 20 ans, est-ce que vous êtes fier de vous, monsieur Muller? Non, j'ai fait mon devoir, c'est tout. Je trouve ça tout à fait normal.
Je ne trouve rien d'anormal dans l'affaire. J'ai fait mon devoir. C'est ce que je dis aux élèves de Couët-Quidan, c'est ce que je dis à tout le monde. Est-ce que vous avez conscience quand même, de l'estime, l'admiration, le respect qu'on a pour vous et j'ai envie de dire également l'affection? Je l'accepte volontiers. Ma fille, ma famille fait la même chose, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et quelle est votre vie aujourd'hui? Eh bien, celle d'un retraité heureux qui, pour le moment, est harcelé par les journalistes, pardonnez-moi. Je suis frappé de votre santé intellectuelle, physique, à 99 ans, comme si le temps n'avait pas de prise sur l'homme que vous êtes. Non, parce que je fais énormément de conférences, que ce soit à Saint-Cyr, que ce soit dans les lycées, que ce soit dans les collèges, et ça tient l'esprit éveillé. Il y en a qui n'aiment pas ça et qui finissent par ne même plus savoir comment ils s'appellent. Or moi, mon physique ne suit plus très très bien, encore que vous m'avez vu à la télé, je marche, mais ma tête fonctionne normalement. Je ne cesse pas de faire des conférences, donc ça fait marcher mon cerveau. Ce qui est certain, c'est qu'après ces jours qui sont, vous êtes très demandés, moi je pense qu'on va revenir vers vous pour vous accueillir peut-être plus longuement. Quelle a été votre vie ensuite au lendemain de la guerre, Monsieur Muller? Après la guerre, qu'est-ce que vous avez fait durant toutes ces années? Je suis parti en Indochine, un séjour 46-48, et puis 53-53, autrement dit au début et à la fin. Et ensuite l'Algérie, de 56 à 62. Une carrière dans l'armée française au service de la France. Toujours. Je vais vous remercier grandement, Monsieur Muller. Je vais vous remercier grandement et je suis sûr que comme tous ceux qui nous ont écoutés, tous sont émus de ce morceau de France, de ce morceau d'histoire que vous rapportez, et tous ont envie de vous dire les mots les plus simples. D'abord, merci. Merci, Monsieur Muller. Merci de me dire merci. Merci et belle journée à vous. Merci, c'est le plus beau cadeau. Je n'ai fait que mon devoir, dites-le bien. Je n'ai fait que mon devoir. Et j'ai réussi à en sortir vivant, c'est ça qui est curieux. Quand je vois tous ces camarades que nous avons laissés en chemin, et je suis toujours vivant. Nous téléphonions, les anciens, vers le 1er de l'an chaque année, et on se disait lequel de nous sera le dernier des Mohicans. Eh bien, vous avez au bout du fil le dernier des Mohicans. Quelle émotion. Quelle émotion. On était tout à l'heure, il était 8h10, on était ensemble avec Laurent, avec Olivier. Olivier qui est un jeune journaliste et qui me disait tout à l'heure, je n'oublierai pas cette interview. Ah ouais, le temps était suspendu. Et le contact que vous avez eu avec lui, parce que c'est vous qui avez calé cette interview dans sa voiture, vous l'avez appelé plusieurs fois, vous l'appelez depuis hier et vous avez noué un lien avec lui. On va essayer de le faire venir d'ailleurs, pourquoi pas dans une émission ou sur Europe 1 ou sur CNews, parce que je trouve que c'est vraiment des gens qu'il faut écouter et il faut donner de l'espace à ces gens-là, parce qu'ils nous racontent quelque chose qui nous touche. Exactement, et même dans cette qualité de français, c'est une France qui n'existe plus. Vous avez vu le choix des mots, la précision des mots, l'intelligence, la délicatesse aussi. Non, c'est formidable. Vraiment, c'est formidable. On marque une pause, à tout de suite. La journée spéciale des 80 ans du débarquement en Normandie continue sur Europe 1 avec Pascal Praud de 11h à 13h et vos témoignages, vos réactions au 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Praud et vous. Et la semaine spéciale des 80 ans du débarquement en Normandie continue avec vous, Pascal, de 11h à 13h sur Europe 1. Et on va pouvoir peut-être être avec quelques auditeurs. Nous sommes toujours avec Dimitri Casali, qui est historien, auteur du livre Histoire de l'armée française aux éditions Ring. Je précise, et c'est peut-être un détail, quoique Emmanuel Macron avait un quart d'heure de retard pour la cérémonie britannique à Vers-sur-Mer, mais les Anglais ont commencé à l'heure, donc ils l'ont pas entendu. Mais ce président est toujours en retard. Ce président est toujours en retard. Il est toujours en retard. Ça fait 6 ans qu'il aurait dû de célébrer l'histoire nationale, mais pendant 6 ans, il a sapé l'histoire de France. On le sait, avec l'exemple
exemple, nous avons commis un génocide en Algérie. Et maintenant, ils se réveillent depuis 2-3 ans. Il faut célébrer l'histoire de France. C'est un peu tard. Alors, on est avec Colette Le Gouy, je pense. Bonjour Colette Le Gouy, qui avait... Bonjour. Merci d'être avec nous et merci de témoigner. Vous aviez 8 ans et demi lorsque le 6 juin 1944, vous avez vu de vos yeux le débarquement opéré sur les plages de Bény-sur-Mer en Normandie. Oui. Non, c'est pas des plages, parce qu'on est à 4 km de la mer quand même. Hein. En tout cas, sur la région, alors sur l'espace de Bény-sur-Mer, et vous y habitiez avec votre famille, et je crois que vous y habitez toujours. Ah oui, je n'ai pas quitté. Et alors, quel souvenir a la très jeune enfant que vous étiez, 8 ans et demi, de cette journée il y a 80 ans? C'est une journée qui marque spécialement, hein, parce que des autres jours, je m'en rappelle pas toujours, mais celui-là, beaucoup. Ce que j'en ai, c'était là, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Et puis, tout ce monde de la famille et les voisins, qu'on était tous ensemble, un peu dans la crainte qu'il nous tombe une bombe sur la tête, je pense, hein, en même temps. Et puis, la journée a passé très vite. Il y avait, parce qu'on attendait quand même que les soldats, on ne savait pas qui c'est qui venait. C'est les Canadiens qui nous ont délivrés. Hein. Mais vous habitiez dans une maison? Oui. Donc vous étiez avec votre père, votre mère et peut-être des frères et sœurs? Oui, frères et sœurs, et puis des voisins qui étaient là, parce que qui s'étaient joints à nous le matin de bonne heure, parce que quand ils ont entendu tous les bruits, ils sont venus. Mais vous vous souvenez précisément lorsqu'il est 5h, 6h, parce que tout ça est loin, mais oui, 6h du matin. Et donc, vous vous réveillez toute seule ou c'est vos parents qui viennent? Non, je me suis réveillée toute seule dans la chambre et il y avait déjà du monde dans ma chambre, un peu surprise. Les portes et fenêtres étaient grandes ouvertes parce que il y avait tellement de bruit que ça vibrait par les canons, non, et les carreaux vibraient. Alors les parents avaient laissé les portes et les fenêtres ouvertes. Et à l'heure du déjeuner, je crois que vous avez rencontré un soldat canadien. Oui, dans la matinée, vers midi. On était dans la cour de la ferme quand un soldat canadien est arrivé. Les manches remontées et le casque avec un filet sur la tête. Et il nous a dit, où sont les Allemands? Et très surpris de l'entendre parler français. Et pour vous, ces souvenirs sont intacts? Ah oui. Oui, ça a dû me marquer beaucoup, je pense. J'imagine, et puis à 8 ans et demi, on a encore une mémoire, on se souvient bien forcément de ces très jeunes années. Alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, dans ce petit village de Bény-sur-Mer, c'est que vous ne rencontrez dans les premières heures que des soldats canadiens. C'est-à-dire que, oui, 2 heures après, parce qu'on était quand même, mes parents voulaient quand même pas que j'aille trop dans la rue, mais on avait quand même été voir au bout d'un petit chemin. On voyait la mer au loin, et là on a vu que la mer était noire de bateaux, avec des ballons qui remontaient au-dessus, et puis il y avait un genre de brume, de brouillard, de fumée au loin, et puis ce bruit continuel par les tirs. Pour ceux qui ont vu les dernières images d'ailleurs, ou les derniers reportages rediffusés, quand Madame Le Gouy parle de ballons, effectivement il y avait des ballons au-dessus, c'était des ballons dirigeables qui étaient au-dessus de la mer et qui accompagnaient ces bateaux pour des raisons de sécurité sans doute. Exactement, parce que la chasse allemande était redoutable encore, malgré ce que dit le jour le plus long, qui dans le film on voit que 2 misérables Messerschmitt, alors qu'il y avait encore 500 avions allemands à l'époque opérationnels. Qu'est-ce qui s'est passé au soir du 6 juin 44, Colette Le Gouy? Est-ce que vous avez dormi chez vous? Le soir, on n'a pas dormi chez nous. Mon père et mes parents avaient peur. Donc on est allé coucher à la carrière de Fontaine, dans une carrière de pierre, une petite carrière à l'abri. Mais on était nombreux, hein. C'est-à-dire, vous étiez combien? Il y avait beaucoup de gens du village, il y avait des gens des autres villages à côté. Et il y avait des gens du camp qui étaient partis de camp parce que le camp était bombardé continuellement.
Et j'ai compris que vous habitiez une ferme le 6 juin 44 et que vos parents étaient donc agriculteurs. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours suivants? Parce qu'on se demande toujours comment on s'organise dans ces cas-là. Où est-ce qu'on dort? Comment on mange? Comment on se ravitaille? Comment ça se passe? Là, j'imagine il n'y a pas eu d'école au mois de juin 44. Ah, on n'a pas eu, on n'a pas été très longtemps sans école. Hein. Jusqu'à la fin, si, tout le mois de juin, je pense, tout le mois de juin quand même. Et puis après, c'était juillet, août, les vacances. Donc, oui, bon. Mais comment la vie s'organisait-elle au quotidien? Puisque si vous n'étiez plus dans la ferme, comment les bêtes étaient restées, j'imagine, sans qu'on s'occupe d'elles On avait 6 vaches. Il y en avait une qui avait été tuée, d'ailleurs. Et le matin du débarquement, le matin du 6 juin, on est allé, mon père et mon frère, on est allé pour aller rechercher. Elle était dans la campagne, elle est rapprochée auprès de la ferme. Et les Allemands qui étaient encore en garde là, ils ont dit, où c'est que vous allez? Ben, dit, chercher les vaches. Il dit, oui, vous, mais pas la petite. La petite, c'était moi. Donc, ils m'ont renvoyé dans ma maison. Et ces jours... Et on a ramené les vaches auprès de la maison, de façon à pouvoir les traire quand il fallait, et distribuer les autour. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de savoir ce quotidien, comment il s'est mis en place. Vous êtes retourné quand dans votre ferme? On y retournait, dans la journée on y retournait, et c'est le soir qu'on allait coucher à la carrière. Ah oui, d'accord. Donc vous pouviez effectivement revenir pendant quelques heures. Donc cette période est particulière, elle vous a fortement marqué, bien sûr. Et quelle a été la suite de votre vie, Colette, une fois que la libération a été acquise en France? C'est-à-dire qu'on avait trouvé une grande liberté. On n'était plus... Quoi qu'il n'y avait pas dans l'occupation allemande, à Béni, il n'y avait pas eu de problème. Hein. Ça allait bien. Mais après, on sentait on était libre de faire ce qu'on voulait. Mais vous n'avez jamais quitté Béni-sur-Mer quasiment de toute votre vie? Vous êtes quand même allé, j'imagine, de temps en temps en voyage ou Oui. Mais mon mari était un garçon du village aussi à ce moment-là. Et lui aussi, il était né au pays. Et on s'est mariés là en 57. Et on est toujours resté au village. Et votre mari... Et maintenant, il est parti, il est décédé. Et vous avez des enfants, j'imagine, peut-être, Colette? J'ai 3 enfants, donc j'en ai 2 qui sont agriculteurs au village. Non, mais c'est cette France-là, cette histoire de France que vous nous racontez... vous êtes peut-être parmi les derniers éléments, les derniers individus d'ailleurs, plus exactement, parce que vos parents étaient agriculteurs, vos grands-parents étaient agriculteurs à Béni-sur-Mer, vos enfants sont à Béni-sur-Mer. C'est une histoire de France, c'est un pan d'histoire de France qui, je ne suis pas sûr qu'il se prolonge éternellement, Colette. Ah ben, on verra bien. Mais vous êtes vous-même, vous vivez toujours dans l'endroit où vous étiez il y a 80 ans? Non, j'avais changé. J'ai changé. Donc là, vous êtes dans une maison, peut-être? Oui. C'était une ancienne ferme qu'on a réhabilitée pour y passer notre retraite. Bon, mais là, aujourd'hui, vous travaillez toujours un petit peu non, plus du tout. Plus du tout. Non. Bon, écoutez, et vous êtes en forme? Vous allez bien? Vous trouvez que vous avez... Je suis en forme, sauf que j'ai du mal à marcher parce que j'ai très mal au dos. Oui. Alors je m'aide d'un tombulateur, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire, par exemple, aujourd'hui? Bien, j'ai une grande cour et un petit pré. Je m'occupe de mes fleurs, je vais et viens. Bon. Et qu'est-ce que vous aimez faire, par exemple, dans cette vie aujourd'hui, à 88 ans, Colette? Parce que j'aime faire... déjà, j'aime la compagnie. Hein. J'aime me recevoir, j'aime rencontrer beaucoup du monde. Et puis, d'être dehors, d'être à la campagne. Hein. Pour moi, c'est la vie, ma vie est là. Et donc, si on vient vous voir, par exemple, vous nous offrirez des petits gâteaux et puis un petit chocolat, peut-être, et on pourra passer une bonne journée avec vous. C'est ça. Bon, quel âge ils ont, vos petits-enfants? Alors, j'ai des arrière-petits-enfants. Donc, et puis, je crois que le dernier a 2 ans et demi, mais le premier a 10 ans.
Bon bah écoutez, vous êtes une arrière-grand-mère. C'était un plaisir vraiment de vous écouter, Colette, et vraiment merci d'avoir témoigné sur ce 6 juin 44 et de raconter un peu aussi une part d'histoire de France. C'est vrai que ça nous touche toujours, Dimitri Casali, parce que je trouve souvent qu'on n'écoute pas assez les anciens. Moi, j'aime bien les écouter longuement. Et on comprend la dimension extraordinaire de ce débarquement. Non, c'est la plus grosse opération amphibie de toute l'histoire de l'humanité. Oui. Ça, il faut pas l'oublier. Et puis surtout, on comprend que le débarquement aurait pu échouer. C'est incroyable cette histoire. Si on avait réveillé Hitler à temps... Mais c'est vrai ou pas ça? Virginie Giraud me disait hier qu'il y a une forme de légende. Non, c'est vrai qu'il a pris un somnifère à 3h du matin. C'est ce qu'on raconte, j'ai entendu ça hier soir également. Et si surtout Rommel, parce que là, Hitler était tellement loin. Non, c'est surtout Rommel qui était un maréchal allemand extraordinaire, tacticien. S'il avait été sur place, s'il avait obtenu les 2 divisions blindées qui étaient à l'arrière de Caen, ça en était fini du débarquement. Ça, vous êtes certain de ça? Ah oui, il est parti pour l'anniversaire de sa femme à Berlin, qui est née un 6 juin. Vous vous rendez compte, la chance, c'est terrible ça dans l'histoire. Napoléon disait que la chance est le facteur le plus important. Les Alliés ont eu beaucoup de chance le 6 juin. Moi, je suis assez d'accord aussi pour dire que la chance est le facteur et le hasard est un des plus importants de la vie. Il est 11h46, nous marquons une pause et Colette Le Gouy, elle était formidable. Vraiment, son témoignage était formidable. Quand je lui disais, est-ce que vous travaillez toujours? Bien sûr, je me doutais bien qu'elle ne travaillait plus, mais parfois les occupations chez les agriculteurs sont toujours présentes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit à la fin. Elle s'occupe de ses fleurs, etc. Et elle aime la compagnie. Voilà une jolie phrase. J'aime la compagnie. Eh bien, figurez-vous que moi aussi, j'aime la compagnie. Il est 11h46. Mais où est-elle passée, la 7e compagnie? Je vous pose la question. Il est 11h46. À tout de suite. Pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h, vous composez le 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. De 11h à 13h sur Europe 1. C'est bien Églantine que j'ai à l'appareil, répondez. Non, c'est pas tout à fait Églantine. Ici, c'est le commandant d'infanterie Volcourtel. Mais ça fait rien. Bougez pas, on arrive. C'est très intéressant d'ailleurs comment la France a traité pendant de nombreuses années sur le plan cinématographique la libération et cette guerre de 40. Quand j'étais enfant, moi je me faisais une idée à travers les films que je voyais, La Grande Vadrouille, La 7e compagnie, c'était pas exactement la réalité. C'est très intéressant comment ça a été traité, parce que ça fait presque sens. On a reconnu là la voix de Funès et puis la musique de La 7e compagnie. Oui, il y avait cette culpabilité. C'est vrai que on en parlait tout à l'heure. La plupart des 40 millions de Français de l'époque ont été attentistes. Ils se sont pas engagés ni dans la résistance ni dans la collaboration. C'est ça le dilemme français. On était attentistes. C'était la voix de Pierre Tornade. Alors nous recevons dans ce studio Théo Grévin, qui exceptionnellement a quitté son musée et qui est journaliste d'Europe 1. Parce que d'habitude, il est figé derrière un cordon rouge toute la journée, mais là, il bouge. Là, il bouge. Théo Grévin. Donc ça nous fait plaisir qu'il soit... C'est le meilleur lancement possible. Voilà. Et Théo, tous les jours, sur l'antenne d'Europe 1, vous avez une série toute la semaine dans le journal de 8h. Vous rapportez les lieux, vous êtes allé sur les lieux qui portent encore les traces de l'offensive. Effectivement, et aujourd'hui, c'était Omaha Beach ce matin, l'épisode sur Omaha Beach. Vous avez pu en parler tout à l'heure avec Colette. Moi, j'ai rencontré Henri et en fait, on se rend compte qu'ils ont un peu tous le même profil et tous la même mémoire. C'est-à-dire qu'Henri, je l'ai rencontré il y a un mois. Il avait 12 ans à l'époque et donc il se souvenait très très bien de ce qui s'était passé. Et c'est assez impressionnant parce que vous le rencontrez, il vous parle de sa vie pour commencer et il revient sur cet événement. Et il vous raconte heure par heure ce qui s'est passé, les bombardements, la nuit du 5 au 6 juin. Et puis, soudainement, ça s'arrête. Et il voit le premier bateau arriver. Et ensuite, les événements qu'on connaît. Donc, il avait, il y a 80 ans, il a 92 ans. Tout à fait. Et on va l'écouter, si vous voulez bien. Henri Ouivet, j'espère que je le dis mieux. Il est donc présent dans ces reportages de Théo Grévin pour Europe 1. Il habitait une ferme à l'époque qui donnait sur Omaha Beach. Il raconte la nuit du 5 au 6 où il voit les bateaux. Il comprend que le débarquement commence. Les plages Omaha Beach, Utah Beach, leurs noms ont été donnés évidemment par les Américains lorsqu'ils réfléchissaient au débarquement, Dimitri Casali. Absolument. Eisenhower a demandé justement dans son QG
à ces deux sous-officiers qui ont d'où ils venaient aux États-Unis, où ils habitaient, et deux sous-officiers dans son QG ont répondu, un de l'Utah, l'autre de la ville d'Omaha aux États-Unis. Et c'est devenu, voilà, Omaha. Et pour les Anglais, c'était donc c'est Montgomery qui a choisi Sword, Juno et Gold, et il avait choisi des noms de poissons. Hein. C'était Swordfish, Goldfish, et Churchill a trouvé ça complètement nul. Il lui a dit mais on peut pas donner des. Il y avait même initialement Jelly, c'était la méduse. Et Churchill a explosé et il a dit on peut pas donner, on va avoir 20 000 morts parce qu'il pensait avoir, on peut pas donner des noms de méduses à des plages où 20 000 de nos gars vont mourir. Et ils ont raccourci donc. Et donc il a demandé pour la 3e place des Canadiens, ce fut Juno. Alors nous écoutons Henri Ouivet qui est donc présent dans les reportages de Théo. Toute la nuit du 5 au 6 ça a bombardé. Les avions, on entendait ron, on n'a pas dormi de la nuit, quoi. Avec mon grand-père, on n'avait pas dormi. On est descendu voir dans la cour. On scrutait l'horizon, mais vous savez, le matin, c'est brumeux à l'horizon. On ne voit rien, hein. On ne voit rien. Je ne vois rien. On descend, bon. Au bout d'un moment, je remonte, on ne voyait toujours rien. Et puis vers peut-être un peu avant 6 heures le matin, quand la brume, vous savez, se lève le matin, ça s'est levé. Alors là, ça s'est éclairci. Oh, des bateaux partout. La mer était noire de bateaux. Et il avançait. Et au fur et à mesure, quand je l'ai regardé, il avançait. Ah ben, dès ce coup-là, ça y est, c'est le débarquement. Henri Ouivet qui était donc un des témoins. On va marquer une pause, on est avec Théo Grévin. Théo, vous allez apprendre à le connaître bien sûr ces prochaines années parce que c'est un jeune journaliste de talent qui a 22 ans, qui est né à Caen. Et c'est votre histoire, c'est votre famille. Et ce sujet, c'est vous d'ailleurs qui l'avez proposé à la rédaction d'Europe 1, à Donna Vidal-Revel notamment. Et c'est vrai que ces témoignages sont forts. Et puis, il raconte donc aussi votre histoire. Donc, c'est une manière de faire un lien entre votre histoire personnelle et puis la grande histoire qui est celle de France. On va en parler après la pause, il est 11h58 et puis on va peut-être célébrer ce D-Day à travers des chansons, des chansons d'époque. Par exemple, qu'est-ce qu'on chante le 6 juin 44 en France? Quel est le film qu'on va voir au cinéma le 6 juin 44 en France? Quelle est l'actualité en dehors du D-Day? Voilà quelque chose. C'est pas mal. Les visiteurs du soir que vous avez vu avec Michel de Marcel Carnet, avec Arletty, magnifique, avec Berry, bien sûr, qui joue le diable, avec Pierre Brasseur, et puis avec Pierre Brasseur, qui joue le diable, et puis avec Alain Cuny. Qui est décédé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années peut-être. Il faut le dire, le cinéma sous l'occupation a été particulièrement florissant. Et c'est une parabole que les visiteurs du soir. La pause. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Est-ce que vous savez qui chante? Car c'est la fleur. Sérieusement, non. Ne l'aidez pas. Ah bah oui, mais... Si je vous dis le Canotier. Voilà. Le Canotier? Oui. Non mais dites-moi, je suis en difficulté. Ma pomme, c'est moi. Hein. Prosper, la boum. Le roi du pain d'épices. Non mais dites-moi. Maurice Chevalier, ça vous dit rien? Si, de nom, bien sûr. C'est une fleur de Paris, écoutez. Une star immense aux États-Unis. Immense aux États-Unis. Maurice Chevalier. Et voilà. Et ça, c'était l'hymne de la Libération. Voilà, c'est un gars de Belleville. Bien sûr. Voilà. Le Belleville d'autrefois. Hein. Vous connaissez pas les paroles? 44. Je vous connais quand vous faites Titi. Donc ça, c'est une des chansons de 44. Et il y en a d'autres, la Libération d'ailleurs. Avec un crayon sur une table. On voit tous les soleils. Ah, ça c'est chouette. Les sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps. Non, le tube c'est Rina Ketty. Ça c'est Rina Ketty. Non, tu te souviens, ça c'est Lina Rina Margis, Ketty, c'est celle qui l'a écrit. Le tube de 40, tu me demandais tout à l'heure.
En tout cas, là, si on veut attirer des jeunes, on est bien. Et arrêtez les jeunes. Et les le jeunes, grand laissez les- succès ramené des États-Unis, il n'y avait pas que le chewing-gum et le coca, il y avait ça. Ah, Enregistré le 1er août 39. c'est les bases du rock'n'roll. En fait, cette émission, c'est Retour vers le futur. Hein. Non, mais par exemple, il y a un très bon. Lelouch a souvent parlé de la libération. J'attendrai ton retour, voilà. Rina Ketty, grand tube, magnifique chanson. Mais alors, Grand ça, tube de qui a repris d'ailleurs de 1940. qui a repris ensuite Dalida. Mais vous connaissez. Le jour Mais et vous la savez que nuit. dans le fameux jeu que je fais de temps en temps. Je suis à un dîner avec 2 tontons, là. Non mais dans le jeu, il y a un jeu que j'adore, c'est Monsieur et Madame. Monsieur et Madame ont un fils. Oh là Eh bien, là, non, eh bien, il y a cette chanson-là, je l'ai utilisée très souvent. Monsieur et Madame, le jour et la nuit ont un fils. Jacques André, Jacques André, le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Je vais faire un burn-out. Mais non, Numéro 1. mais attendez, Rina Ketty, vous connaissez pas Rina Rina Ketty? Non, mais bon, vous êtes désolant. Mais- Tiens. Oh là là. Ah, bravo. Écoutez-moi ça comme c'est beau. J'attendrai toujours. Mais Dalida a repris ça. Ouais, bien sûr. C'est une chanson, mais elle est immortelle cette chanson. Mais je n'ai rien dit. Brunel avait fait un album avec des anciennes chansons. Il avait fait un malheur. Tout le monde adore ces chansons-là. La Java bleue. C'est les bases de la chanson française. Bien sûr. hein. Et il y a D'ailleurs, la c'est- chanson du dernier métro, Mon amoureux, tiens, mon amoureux. Et d'ailleurs, c'est les chansons qu'on aurait dû mettre en Bien exergue sûr. pendant les Jeux Olympiques. Vous avez vu que tout ce pan de notre histoire est complètement Exactement. oublié. Ah oui, sur Rina Ketty, c'est différent d'Aya Nakamura. C'est autre chose. C'est autre chose. Bon, Théo Grévin, non. qui est sorti de son musée exceptionnellement. Vous pouvez le revoir. Voilà. Il y retourne après, il bouge pas. Il est content parce que là, il peut parler. Bon, Théo, cette série, ça a été toute la semaine depuis lundi. Donc demain, qui est demain sur l'antenne d'Europe 1 à 8h, à 8 dans heures. l'ouverture de Monsieur Pavlenko. Tout à fait. Et demain matin, on va parler d'une histoire un peu différente. C'est celle des carrières refuges. Peut-être que Dimitri Casali sait de quoi je parle. C'est en fait là où se sont cachés les réfugiés, les civils, après Tout le à fait. débarquement, quand il y a eu des bombardements énormes. Les oui, villes ont à été... Caen, il y a- Les carrières refuges, ça n'a rien à voir avec des journalistes qui partiraient sur une autre station ou une autre radio, bien évidemment, les carrières refuges. Bon, mais pourquoi vous, cette histoire? Parce que vous êtes de Caen, vous êtes né à Caen. Donc c'est votre histoire, par exemple, vos grands-parents étaient déjà en Normandie? Du tout, ils n'étaient Ah pas oui. en Normandie, mais moi j'ai grandi en Normandie. Et par exemple, les carrières refuges, c'est très intéressant parce que je me suis rendu dans ces carrières. Ouais. On peut pas les visiter normalement, donc j'y suis allé avec le responsable Et elle des nous en carrières. parlait, Colette, si j'ai bien compris, hein, tout à l'heure. C'est là Oui, qu'elle allait c'est là dormir. qu'elle allait C'est-à-dire dormir la qu'elle nuit, oui. elle nous racontait qu'elle ne dormait pas à la ferme le soir et qu'elle allait dormir dans ses carrières la nuit. Eh bien, demain matin, vous pourrez entendre Nicole. Elle avait 10 ans à l'époque. Elle a 90 ans aujourd'hui. Et elle a vécu pendant 2 mois dans ces carrières. Et il y a une anecdote qui est marrante parce que j'ai visité la carrière avec le monsieur qui s'occupe de ça et qui s'occupe de ces carrières. Et il m'a montré un petit Graffiti. prénom qui était gravé. Et ça avait été gravé par Nicole Madeleine. Non. Et elle s'en souvient encore Mais aujourd'hui. cette carrière, on peut les visiter tous les jours? Non, Non, justement, c'est on peut pas interdit. on peut pas les visiter ces carrières. Et c'est pour ça que Elles le sont lieu est fermées resté- Elles sont fermées. dangereuses, hein. Et c'est assez dangereux, mais c'est resté intact. C'est-à-dire que quand vous y allez, et il y aura les photos disponibles sur le site d'Europe 1, vous voyez encore des casseroles, tout date de l'époque. Génial. Ah bah alors, et des carrières refuges avec des casseroles, ça j'en Il y a aussi connais des- quelques-unes. Mais également, je peux vous en parler. Dans ce métier, il y en a quelques-uns. Donc, bon. 6 mois de travail, Théo Grévin, pour ça. Allez, vous Bon, faites ça. sérieusement, vous êtes allé, vous... Alors, si vous qui connaissez bien la Normandie, Théo, ceux qui nous écoutent, qui ne sont jamais allés en Normandie, s'il y a un lieu... D'abord, où il faut aller, c'est au cimetière de Colville, c'est sur la plage d'Omaha Beach, c'est le musée peut-être musée, qu'il faut visiter. magnifique. Quel est l'endroit vraiment où il faut se rendre?
Le mémorial de Caen est très bien pour comprendre ce qui s'est passé. Très bien construit. Et le cimetière américain, forcément, nous, c'était la sortie du week-end quand on avait des invités. On allait au cimetière américain. Je pense que certains l'ont visité 2-3 fois. Et ils n'osaient pas le dire. Ils étaient déjà allés la fois d'avant parce que c'est un endroit. C'est saisissant. Il y a combien de tombes dans ce cimetière américain ? 9900, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Et qui sont alignées les unes à côté des autres et qui sont enterrés de... Tous les soldats américains. Ouais. Ça, c'est le cimetière. Il y a le même britannique aussi. C'est vraiment c'est magnifique. Ouais. Bon, merci vraiment Théo, merci parce que vous êtes un jeune journaliste avec beaucoup d'initiatives, c'est vous qui avez proposé ça et vous allez être dans cette maison, j'imagine, fort longtemps et le public va vous écouter bien sûr et puis va apprendre à vous connaître, comme nous apprenons à vous connaître. C'est vraiment un bout de votre génération. Et il est très sympa. Et qu'est-ce que vous dites, vous ? L'autre jour, j'ai donné un livre comme ça à un jeune. C'est quoi cette anecdote ? C'est un livre de Maupassant pour ne pas. Il me l'a rendu et je lui ai dit comment t'as trouvé ? Il m'a dit c'est sympa. Ah non, Maupassant c'est pas sympa. C'est pas exactement. Voilà. Oui, je suis d'accord. C'est ce mot que vous mettez à toutes les sauces parce qu'au fond, dans votre génération, vous avez très peu de mots de vocabulaire. Non. Pas le D-Day. Vous me laissez tranquille le D-Day. Demain, faites ce que vous voulez, mais pas aujourd'hui. Vous savez quoi ? Oui. J'attendrai. Non, Dimitri, non. Le jour et la nuit. Je prends la j'attendrai toujours ton retour. Voilà, le mot. Vous écoutez Europe 1, Pascal avec vous, de 11h à 13h. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais comme brisé. Mais on sent la France, tu sais, ça avait été repris par Patrick Bruel qui en avait fait un tube dans les années 2000. Mais au départ, c'est une chanson de la guerre qui avait servi de musique générique au dernier métro de François Truffaut en 1980. Et cette chanson est magnifique, Les Amants de Saint-Jean. Elle est chantée par qui, monsieur Fabrice ? Lucienne Delille, qui l'a aussi écrite. Lucienne Delille, évidemment dans le même mot. Ah oui, c'est pas la ville, hein. C'était pas la ville. C'était pas Colette de Cherbourg ou Lucienne Delille. Non. Merci pour la précision. Bon, on est avec Philippe. Alors Philippe, il est à Sainte-Mère-l'Église. Et ce qui est drôle, Dimitri Casali, c'est paraît-il que ce parachutiste qui descend à Sainte-Mère-l'Église, il n'aurait jamais dû être à Sainte-Mère-l'Église. Visiblement, il y a 8 km, non ? C'est ça ils se sont trompés. De 8 km, vous vous rendez compte ? Oui, donc... oui, il y a eu beaucoup de ratés. On en parlait beaucoup tout à l'heure du facteur chance. C'est le facteur le plus important de l'histoire, disait Napoléon, ça c'est sûr. Et là, en l'occurrence, ils l'ont largué, le parachute à 8 km de différence, et ça a été un carnage, puisque comme vous le savez, là, le jour le plus long est sûr. Il y a eu un carnage parmi la 82e division aéroportée où ils ont eu énormément de pertes. Bon, et il y a un parachutiste toujours, il y a un parachute, je crois, à Sainte-Mère-l'Église, qui reste accroché. Et là, on est avec Philippe parce que Philippe, il voulait être présent dans les cérémonies. Il n'y avait plus de place dans les hôtels. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Et merci. Pourquoi vous êtes à Sainte-Mère-l'Église ? Tout simplement, depuis 2 ans des préparations du débarquement, je savais qu'il n'y avait plus d'hôtels, ni chez les particuliers, ni dans les campings. Donc je me suis tourné vers l'abbaye de Bricbec, chez des moines cisterciens. J'ai été reçu par frère Jean-Luc, que je connais depuis de nombreuses années, et il nous a offert le gîte et le couvert à Bricbec. Et nous ne sommes pas très loin de Sainte-Mère-l'Église. Nous avons pris la route ce matin à 4h30 du matin pour être à 5h. Car là, toutes les routes sont fermées, il y a une foule immense, il y a des défilés d'engins, c'est indescriptible. Et on doit bien ça aux soldats qui ont débarqué. Comme l'auditeur vient de dire à l'instant, oui, le parachute, c'est John Steele. Les largages ont été faits, il y a eu des erreurs, il y a eu du vent, du brouillard, de la pluie.
et 8 km, et ils ont payé un cher tribut. Ils ont été mitraillés en plein ciel. Il y a une maison qui a brûlé tout près de l'église, et donc les soldats allemands envoyaient des parachutes, ils leur tiraient dessus les mitraillettes. Voilà. Et quand vous dites nous, vous êtes avec un Alors ami? je suis avec mon frère et un collègue de travail. Hein, donc nous sommes à l'abbaye, et le soir nous avons un moment de partage avec frère Jean-Luc. Lui-même a connu l'occupation. Il nous a raconté qu'il y avait 200 soldats allemands qui résidaient à l'abbaye. Et avant la fin de la guerre, ça a été transformé en hôpital, donc aussi bien pour les Américains que pour les Allemands. Mais c'est formidable cette abbaye, on pourrait y aller, nous, pourquoi pas, pendant quelques heures ou quelques jours. Et c'est-à-dire que si on y va, on est accueilli, on peut dormir dans cette abbaye? Il n'y a pas de souci, vous êtes accueillis, le gîte est très propre, vous avez à manger, c'est très très bien, vous avez un temps de partage avec les moines qui sont ouverts. Et il y a, une discipline très précise, c'est-à-dire que par exemple, il faut se taire ou on peut échanger, parler? On peut parler, mais à voix basse, et puis on respecte, et puis il y a les nonnes, il y a les vêpres, si vous assistez à leur messe, vous pouvez y aller. Le respect, il est comme quand on est dans un restaurant ou dans un lieu public. Ou dans un cimetière, on fait attention, on n'élève pas la voix. Mais bien sûr, et c'est un geste de respect. Et hier soir, vous avez donc pu partager un moment et peut-être dîner sobrement, j'imagine, dans une abbaye. Alors, oui, on mange. Donc demain soir, on mangera avec frère Jean-Luc. Tous les soirs, il mange seul. Mais demain soir, comme ça, on repartira le samedi matin, on va manger avec frère Jean-Luc et on va s'octroyer une petite coupe de champagne. Ah, il a 86 ans. Il a 86 ans. Frère Jean-Luc, ça serait bien qu'on l'appelle un jour. Et quel était le dîner, par exemple, hier soir dans l'abbaye Alors, hier soir, c'était poulet haricots verts, en entrée des crudités, et puis c'est simple, c'est un yaourt, une pomme, c'est pas... Non, mais bien sûr, mais... c'est ça. C'est équilibré. Écoutez, moi, je propose d'envoyer Jacques, le mari de Colette, ça pourrait lui faire un peu de bien. Et Jacques, on devait lui souhaiter son anniversaire, Colette. Oui. Mais on l'appelle ou pas? On lui souhaite son anniversaire. Il doit partir à 12h30, donc on l'appelle tout de suite. Appelons-le, donnez le numéro de téléphone. Bon, à Sainte-Mère-l'Église, vous êtes en ce moment même sur le site de Sainte-Mère-l'Église, Philippe? Tout à fait. Oui, donc vous êtes où précisément là? Vous êtes où précisément? Je suis juste derrière l'église, parce que sur la place de l'église, c'est impraticable. Il y a beaucoup de monde. Vous avez tous les journalistes. Et qu'est-ce qui est prévu à Sainte-Mère-l'Église ces prochaines heures? Alors là, il y a des commémorations. Il y a 2 vétérans qui viennent d'arriver. Il y a des défilés de véhicules. Et puis, il y a le maire qui va dire un petit mot, le curé du village, et puis des gens qui ont connu l'occupation. Et vous, Philippe, vous êtes agent hospitalier, mais vous avez pris 2-3 jours de vacances pour précisément être là? Je suis jeune retraité depuis le 2 janvier, Pascal, après avoir travaillé 44 ans. Bon, oui, donc vous méritez bien votre retraite. Et vous habitez où? Dans la Meuse. Donc vous êtes venu de la Meuse. Quand est-ce que vous êtes arrivé? Lundi, mardi? Mardi. Je reste jusque samedi. Et vous êtes donc avec votre frère et un ami de travail, tous les 3. Voilà, samedi, on va regarder le défilé. Il y a 32 km d'engins de véhicules de l'armée qui vont partir. Et on terminera par le pont de Pegasus et le cimetière de Colville, où 9500 soldats reposent en paix. Et en plus, 1500 soldats qui n'ont pas été identifiés et disparus. Voilà. Je vous remercie grandement, Philippe. Je vous remercie grandement, comme je vais remercier Dimitri Casali d'être resté avec nous, histoire de l'armée française, préface du général Gomard. Merci à vous. Merci, merci Philippe, et bonne journée à vous. À bientôt, Pascal. Peut-être que demain on vous rappellera d'ailleurs, vous nous direz peut-être comment ça s'est passé, je n'en sais rien. Voilà. Oui, mais je vais carrément aller à l'abbaye. Allez, c'est parti. Vous voulez bien m'envoyer à l'abbaye, Pascal? Mais moi, souvent, vous vous souvenez qu'on avait reçu... Oui. Monsieur Boubouk peut venir, je l'accompagnerai. Merci Philippe, merci beaucoup. Vous connaissez, il nous écoute souvent? Oui, il nous écoute souvent. Oui, souvent. Je suis un fidèle auditeur. Bon, on ne dit pas Monsieur Boubouk, on dit Saint Boubouk. On dit Saint Boubouk. C'est tout à fait différent. Boubouk. Ou Abbé Boubouk. Abbé Boubouk. Le d'abord, le bolo. C'est un pabou. On a la même culture tous les deux. Vous ne connaissez pas cette chanson? Non, mais je vous laisse entre vous. Le chapeau, c'est reparti. C'est un chapeau. Un chapeau rigolo. Mais faites un spectacle tous les deux. C'est Maurice Chevalier, c'est un monument aux États-Unis. Jacques, bonjour. Le père de Jacques, Géraldine. le père de Géraldine. Monsieur Jacques. Allô?
Jacques. Allô, j'entends très mal. Ah, mince. Mais Jacques, quelle joie de vous rencontrer enfin. Ah, c'est Pascal Pro? A priori, C'est Pascal, papa. c'est ce qu'on dit, mais parfois j'ai des doutes. Ah, écoutez, j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que la conversation est très hachée. Bon, Allô? en tout cas, on voulait vous souhaiter un bon anniversaire. Jacques, d'abord, on voulait vous dire le plaisir qu'on a de travailler avec votre fille Géraldine, dont on prend le plus grand soin. Ah oui. Soyez-en certains. C'est gentil, Ça, c'est j'espère d'ailleurs. gentil. On vous taquine de temps en temps parce qu'on sait que c'est pas toujours facile sur le plan de la nourriture avec Colette. Mais on est là quand même, on est là, on est présent avec vous. On vous soutient. Et on vous soutient et on voulait surtout savoir comment vous allez en ce jour d'anniversaire pour vous. Ben écoutez, ça va pas trop mal comme un vieux quand même. Hein. Oh, comme un vieux, vous êtes en pleine forme. Bon, votre fille vous a prévu un très beau cadeau. Je peux pas dire ce que c'est, mais vraiment, elle a prévu quelque chose. Croyez-moi, vous avancez des choses. C'est la pression elle maintenant. a fait une collecte dans la rédaction et je pense que vous allez être content. Un beau voyage. Un bon voyage. Ah, c'est parfait. Ben écoutez, je vous remercie pour vos souhaits. Et vous nous écoutez tous les jours? Anniversaire. Vous nous écoutez tous les jours ou régulièrement? Oui, bien sûr, puisque Géraldine est sur la radio le matin. On l'écoute pratiquement tous les matins. Bon, ça c'est gentil. Merci vraiment beaucoup, Jacques. C'était un plaisir de vous avoir et puis embrasser votre épouse Colette. Moi de même, merci. Vraiment, merci. Bonne journée. Au plaisir. Voilà, le coup de fil aux parents des collaborateurs. Voilà, ça c'est un concept. Bisous papa. Ça c'est un bisou papa. On sentait qu'il était en pleine digestion. Voilà, et puis bon. Vous économisez un coup de fil. Voilà, comme ça. exactement, C'est la radio du forfait. qui paie. Voilà. Donc moi je trouve que c'est bien. C'est un concept, hein? C'est un concept. Bon, merci Monsieur Casali. Merci Pascal, merci toute l'équipe. Et puis n'oubliez pas à la rentrée, les 7 concerts Historock, l'histoire de France. On n'oublie pas. Fontainebleau, La Garenne-Colombe. Et que vous êtes tous invités. On va venir. Voilà. On viendra. Il est 12h30, Émilie Dez arrive dans un instant et je crois que Bernard Montiel va être là également. Là, on va pouvoir ensemble parler d'autre chose que du débarquement. C'était un plaisir vraiment et c'était très intéressant pendant 1h30 de se souvenir de ce D-Day. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et